Bonjour, je voulais vous présenter la version web de Soft Transit, sachant qu'il existe par ailleurs une version desktop qui fonctionne en réseau local avec une base de données centralisée. Donc là, pour la version web, on y accède avec l'adresse softtransit.net. On va arriver sur l'interface. Bon, là, je m'étais connecté, donc je me déconnecte pour revenir. Moi, je suis administrateur, donc j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Donc, quand on arrive sur l'interface principale, on a plusieurs cartes, dont une qui permet de créer et de modifier la société. On entre toutes les informations, on upload le logo ainsi que deux cachets. Un pour tout ce qui est exploitation, ordre de livraison, ordre de transport et un cachet pour les factures. On a aussi la gestion des agents. On va les créer et on leur affecte aussi des droits par rapport aux fonctionnalités qui sont disponibles pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc là, on a les informations, on a la matrice des permissions, donc avec chaque agent, il y a l'ensemble des fonctionnalités sous forme de menu, de cartes, etc. Donc on coche, est-ce qu'il peut voir, est-ce qu'il peut créer, est-ce qu'il peut modifier, est-ce qu'il peut supprimer, etc. Donc une gestion vraiment complète des droits des différents utilisateurs. Après, on a les tiers. Donc, les tiers, c'est les clients d'abord, avant les tiers. Les clients, donc, on va saisir toutes les informations les concernant. Parmi ces informations-là, on doit préciser est-ce que le client est exonéré ou non. S'il est exonéré, il faut mettre la lettre d'exonération. Est-ce que on a aussi les délais de règlement des factures? Par défaut, c'est 30 jours pour les factures prestations et 10 jours pour les factures douane, sachant qu'on peut les changer. Et donc, ça permet de négocier avec les différents clients si on va accorder des facilités à certains. On a aussi la personne contact au niveau de la société, mais cette personne contact-là, on peut la changer quand on crée un dossier, parce que peut-être que dans les grandes sociétés, il y a plusieurs personnes contact pour les différents types de dossiers. Mais par défaut, il nous récupère la personne contact de la société. Donc, on va revenir. On a les tiers. Alors, les tiers, c'est vraiment toutes les sociétés avec qui l'entreprise utilisatrice travaille pour exécuter les commandes des clients. Donc, il y a les compagnies maritimes, bien sûr, il y a les compagnies aériennes, les sociétés de transport terrestre, les manutentionnaires, etc. Et donc, quand on crée un tiers, on précise toujours dans quel domaine d'activité il évolue. De telle sorte que quand on a un dossier maritime, quand on doit faire le transport, on sélectionne il nous affiche que les compagnies maritimes, et quand on sélectionne une compagnie maritime, on aura accès à l'ensemble de ces navires. Et si le navire ne s'y trouve pas, on va faire des mises à jour, parce que là, c'est aussi des mises à jour. Maintenant, l'objet central vraiment de l'application, c'est le dossier. Donc, quand on arrive, on peut créer un nouveau dossier. On sélectionne le client. Ensuite, on précise la nature, le type du dossier, la nature. Ensuite, il nous faut dire quel type de transport. Est-ce que c'est des conteneurs? Est-ce que c'est groupage? Est-ce que c'est conventionnel? Et c'est à partir de ces éléments-là que, et le titre aussi, bien sûr, BL, LTA, LTV, etc. Et
Les codes sont générés automatiquement à partir de ces éléments-là. Donc après, on verra une fois qu'on crée un dossier, comment le code il est constitué automatiquement, ce qui permet d'avoir vraiment des informations, à partir du code, on a des informations complètes qui nous facilitent l'exploitation des dossiers. Là, si on a, dans certains cas, on a besoin peut-être d'avoir une personne qui va valider un dossier. Si un client nous doit beaucoup d'argent, qu'on décide à lui ouvrir un nouveau dossier, on peut désigner des personnes de rang assez élevé pour dire, dans des situations comme ça, vous étudiez le dossier et puis vous décidez est-ce que vous accordez ou non la possibilité de lui ouvrir un nouveau dossier. Donc, ensuite, pour le dossier, on met, alors il nous récupère la personne contact du client. Maintenant, on peut modifier au niveau de chaque dossier au besoin. On n'est pas obligé de conserver la même personne contact. Ensuite, il y a une zone description où on doit décrire le dossier, en quoi ça consiste. Donc, mettre les éléments clés pour que quelqu'un qui ne participe pas à ce travail-là, ultérieurement, en regardant, puisse comprendre la nature du dossier, les tenants, les aboutissants. On peut aussi mettre des observations. Alors, les observations, vraiment, c'est généralement des informations peut-être à la limite informelles, que un agent peut être au courant de quelque chose ou quelqu'un d'autre, et noter ça pour que les autres puissent prendre connaissance de cette information-là. On peut aussi attacher un fichier, par exemple, supposons, parce que là, les zones description, observation, c'est du texte simple. Maintenant, si on veut mettre des images, des choses comme ça, par exemple, l'état des conteneurs, ou bien l'état des conteneurs, le bateau, etc. Avant, on peut faire un document Word ou PDF et puis après l'associer au dossier pour avoir une information beaucoup plus complète que ne le permettent la description ou l'observation. Donc, quand on enregistre, là, on regarde qu'on a au début, on a le code du dossier, le code du dossier, le code très long du dossier. Bon, après, maintenant, quand on regarde à droite, on a le code court. Alors, dans le code long, il y a M, ça veut dire importation, MA, ça veut dire maritime, GR, ça veut dire groupage. Après, on a l'année sur 4 caractères et on a un numéro d'ordre. Par contre, le code court qu'on peut utiliser dans les formulaires de déclaration si on n'a pas assez d'espace, on met simplement IMA, par exemple, pour importation maritime, mais on ne précise pas conteneur, groupage, etc. L'année, on met ça sur deux positions et puis on a le numéro d'ordre. Maintenant, le dernier là va évoluer beaucoup plus vite que le premier parce que sur le premier, il y a tous les cas où on a un signe distinctif, un caractère distinctif avec TR, le GR et le TC pour conteneur, GR pour groupage et CO pour conventionnel. Ensuite, il y a la cotation, ça veut dire qu'on cote les dossiers à des déclarants. Quand on le fait, on a l'ensemble des déclarants, on leur associe ça. Ensuite, il y a tout ce qui est ordre de transit. On va donner les différents éléments pour les titres de transport CIBEL, etc. Ensuite, pour le transport lui-même. Alors là, par exemple, si c'est un dossier maritime, on regarde les compagnies maritimes. Donc, on sélectionne une compagnie maritime. Et ensuite, on sélectionne un des navires parce que c'est filtré. Les navires de la compagnie maritime, on sélectionne un navire, etc. Ensuite, la même chose pour tout ce qui est port, etc. Donc, le port de départ, on sélectionne par exemple un pays, on sélectionne le port de départ parce que pour chaque pays, il y a les ports. Maintenant, il n'y a pas l'ensemble des ports pour l'instant, il y en a une centaine. Il faudra faire des mises à jour au fur et à mesure si un port n'est pas là. Ensuite, pour le pays d'arrivée, même chose, on peut sélectionner un pays d'arrivée et puis regarder l'ensemble des ports, aéroports, gares, etc. qu'on a enregistrés pour ce pays-là et en sélectionner un.
et ensuite on peut compléter avec les autres informations avant de valider. Après, on peut mettre la composition de la marchandise, donc si c'est des conteneurs ou des groupages, etc. Si c'est des conteneurs, on met les numéros de conteneurs, on met est-ce que c'est des conteneurs 40 pieds ou bien des conteneurs 20 pieds, on met le poids. Et quand on a un conteneur, maintenant, quand on fait un dossier, si on dit que le dossier, c'est 5 conteneurs, il faudra qu'on renseigne le contenu de chaque conteneur. Donc, il faut qu'on saisisse les 5 conteneurs et qu'on renseigne le contenu des 5 conteneurs. Parce que, par exemple, si après il y a un transport terrestre où on doit avoir 5 camions, il faudrait qu'on sache quel camion transporte quel conteneur et donc avec quel contenu. Et quand il y a qu'on puisse qu'on puisse gérer les retours des conteneurs. S'il y en a qui manquent, qu'on sache lequel manque, avec quel contenu il manque, etc. Vraiment, il faut être le plus complet possible pour que le système soit le plus utile possible. Et donc là, la composition, quand on sélectionne un conteneur, là, c'était le numéro du conteneur, c'est 40 pieds. On a le poids et à droite, on a le contenu. Donc, c'est des moteurs, combien, le poids, etc. On peut avoir dans le même conteneur plusieurs produits, donc on les aurait mis, tous les produits. Ensuite, ça, c'est la note de détail. Alors, c'est fait de telle sorte que vraiment, ça soit très facile à gérer pour les déclarants. On a les clients, on sélectionne un client. Ensuite, il nous donne la liste des dossiers de ce client-là. On en sélectionne un. Et soit on a déjà une note de détail, on peut en créer d'autres, D'accord, là, on en avait une note de détail. Mais on peut cliquer sur nouveau pour créer une note de détail. Quand on sélectionne la note de détail, en bas, il y a les différents articles qui composent la note de détail. Mais par exemple, au moment de faire la note de détail, puisqu'on ne peut pas mémoriser de toutes les façons toutes les positions tarifaires, mais on connaît les produits, on sait que si c'est des pneus de riz, etc., donc on fait une recherche. Il nous filtre ça par rapport au mot qui est recherché. Et donc, quand on sélectionne le produit en question, le système va nous récupérer automatiquement la position tarifaire correspondante. Donc, on ne perd pas beaucoup de temps à rechercher des positions tarifaires dans un bouquin, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ensuite, maintenant, on sélectionne aussi un régime. Donc, le régime et la position tarifaire sont récupérés automatiquement dans l'article pour gagner du temps. On peut aussi faire des calculs, c'est-à-dire qu'on met le fret global, on met l'assurance globale, le montant global de l'assurance, on met le poids global. Et ensuite, suivant la répartition des FOP sur les différents articles, on fait une répartition du fret, du montant d'assurance et du poids. Là, par exemple, si on prend les pays, on prend par exemple le premier article, si on a la liste de tous les pays logiquement. Donc, on fait une recherche, il va nous filtrer, on trouve le pays. Là, par exemple, si on a un montant qu'on avait pris globalement là, mais si on veut, on peut décomposer, c'est-à-dire que on met le FOP, par exemple, au lieu de mettre ça directement en français, on va ressaisir le FOP, on met par exemple après des dollars. Maintenant, pour faire la conversion, il nous faut le taux de change le plus récent. Donc, ça veut dire qu'on a une table où on fait les taux de change. Et donc, il faut vraiment la mettre à jour le plus souvent possible. Dès qu'il y a un changement du taux de change, il faut qu'on renseigne le système pour mettre ce taux de change-là. Donc, le fret, le FOB, le fret, on met ça en dollars. Assurance, on met ça en francs CFA après. Maintenant, quand on regarde au fur et à mesure qu'on saisit, en fait, le système va faire le calcul et en bas, on a le CAF en francs CFA, d'accord, ou assurance fret en francs CFA. Et quand on termine de saisir un article,
Quand on le sélectionne, on a la liste des droits et taxes qui s'affiche en rouge à droite et ça n'affiche que les taxes et les droits qui sont applicables à ce produit-là. D'accord, pas les autres droits qui ne sont pas applicables. Et donc, ça permet après, si un droit n'est pas liquidé, quand on le coche, le système va supprimer ça, ne pas en tenir compte. Donc là, au fur et à mesure, il nous fait le calcul directement. Il nous fait le calcul de l'ensemble de toutes les taxes et droits de douane. Ensuite, il nous fait le montant. À chaque changement, il va refaire le calcul. Donc là, si on décide que BIC n'est pas à liquider, donc on va cocher simplement la case là-bas. Et quand on coche la case, il va l'effacer et donc il va l'enlever du calcul. Il va faire la mise à jour en fonction de ça. Maintenant, après chaque fois qu'on suppose que c'est correct, on peut sauvegarder ou le système le fait automatiquement. Au fur et à mesure, on a les différents articles qui sont sauvegardés. Donc là, il n'y en avait que deux. Et par exemple, maintenant, après, si on considère que tout est correct, on clique pour générer la note de détail, qui va générer un fichier PDF sur donc format A4 pour que ça soit vraiment beaucoup plus lisible. Donc le temps que ça s'affiche. Voilà, on a notre note de détail qui est générée avec l'ensemble des informations. Et donc là, en bas à droite, on a les totaux pour chaque droit et taxe en fonction de tous les articles qu'on a. Là, on n'en a que deux. D'accord. Maintenant, la note de détail, si on la valide, après, ça nous permet de récupérer les éléments directement dans notre facture. Si on veut faire qu'une facture douane, on peut récupérer que les éléments de la note de détail. On n'a pas besoin de ressaisir les éléments. Mais il faut d'abord toujours valider pour que ça puisse passer. Il faut que je revienne donc dans les dossiers pour voir les autres onglets. Et donc là, on avait fini avec la note de détail. Donc, ensuite, pour ce qui est de la déclaration, on a le déclarant qui est affiché avec. La livraison, même chose, c'est géré par un contremaître. Donc, on a l'ensemble des contremaîtres qui s'affichent. Et donc, on sélectionne celui à qui on a affecté ça. Ensuite, on a après la livraison, donc il faut toujours valider une fois qu'on a fait des modifications. Donc, après, on peut gérer donc, tout ce qui est ordre de transport. L'ordre de transport, donc, c'est le contrat qui nous lie à un transporteur. Donc là, on aura l'ensemble des dossiers et donc chaque dossier avec les éléments. Là, on a les conteneurs. Il n'y en a qu'un seul. Pour ce cas-là, mais on peut en avoir plusieurs. Et donc, après, on sélectionne le conteneur, on sélectionne un transporteur après. Et après, on pourra imprimer l'ordre de transport. Donc là, il faut d'abord prendre un transporteur terrestre. Donc, il n'y a que les transporteurs terrestres qui s'affichent là-bas. Ensuite, il faut sélectionner le dossier parce qu'en fait, vous pouvez avoir plusieurs produits à transporter. Donc, éventuellement, il faudra plusieurs transporteurs parce que le tout ne pourra pas tenir sur un camion peut-être, etc. Donc là, par exemple, on a un transporteur et on a l'ensemble de ces camions. Donc, s'il a plusieurs camions, on le sélectionne plusieurs fois et chaque fois, on sélectionne un camion pour l'associer au transport d'un conteneur, par exemple. Et donc là, l'ordre de transport après est généré. Avec notre signature, la signature de la société utilisatrice, après, c'est le transporteur qui devra mettre son cachet et sa signature pour compléter. Mais là, nous, on a déjà notre cachet dessus. Je veux dire la société utilisatrice. Ensuite, à partir de l'ordre de transport, on met aussi le bordereau de livraison parce que c'est le même produit. C'est-à-dire que le bordereau de livraison, on sélectionne l'ordre de transport correspondant parce qu'on récupère les mêmes produits, après on le génère.
La différence, c'est que maintenant, le port de livraison est destiné au client et donc c'est le client qui va signer en bas pour dire qu'il a reçu la livraison du produit en question. Là, ce sont les devis. Alors, les devis, c'est la cotation, c'est-à-dire qu'un client nous demande de lui faire un devis. Et donc, on a la liste des rubriques qui vont figurer aussi sur la facture, c'est les mêmes rubriques. Et donc, si on fait un devis et que le client l'accepte, au moment de faire la facture, si ça s'était limité à ce qu'on avait sur le devis, on transforme le devis en facture. Et s'il y a des éléments qui s'ajoutent, on les complète. Là, quand on met les montants maintenant pour chaque rubrique, le système va nous calculer au fur et à mesure le total, etc. Bon, je mets des valeurs vraiment comme ça, sans trop réfléchir sur les montants. Donc, l'essentiel, c'est de montrer comment ça fonctionne. Et là, une fois qu'on a tout, sachant que la TVA ne porte que sur les prestations, donc on peut après générer le, générer le devis. Alors, le devis, les codes de devis, ça commence par CT plus quelque chose, ça veut dire que CT, c'est pour cotation. Alors que les factures douane, ça commence par FD pour facture douane, FP pour facture prestation et FG pour facture globale. Donc, si on passe maintenant aux factures des tiers, alors les factures des tiers, c'est important parce que au fur et à mesure que les tiers nous donnent des factures, on peut les saisir. Et donc, après, on pourra les récupérer automatiquement dans notre facture comme débours. D'accord, ça c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que aussi, on va scanner les différentes factures des tiers. Et donc, au moment de faire notre propre facture comme pièce justificative, euh, on peut joindre les factures des tiers. Et donc, ça permettra d'aller beaucoup plus rapidement parce que les factures non factures, on peut les envoyer par mail. Et si on les envoie par mail, on attache simplement toutes les factures des tiers qu'on aura saisies. Et plus tard, on peut faire des traitements sur les factures des tiers, voir avec quel tiers on travaille le plus, combien on a fait de chiffre d'affaires annuel avec lui, etc. Ça peut aussi donner un pouvoir de négociation si on a un montant très élevé par rapport à un transporteur, par exemple. On peut demander des remises comme étant un bon client. Mais là, chaque fois, par exemple, quand on fait aussi, on a toujours des montants qui s'affichent en bas. On peut faire le point à chaque instant. Maintenant, pour ce qui est de nos propres factures, on a les mêmes rubriques. Quand on regarde à gauche, on a les différentes factures qu'on a déjà faites, l'historique avec le dossier en question. Bon, j'en ai fait plusieurs pour le test. Après, maintenant, pour chaque facture, on peut consulter la facture, on peut la copier. C'est-à-dire que si on considère qu'une facture ressemble beaucoup à celle qu'on doit faire, on peut dire copie-nous la facture. Après, on ajoute les éléments qui manquent, on fait les modifications sur les quelques montants, etc. Donc, ça permet de gagner du temps par rapport à une saisie intégrale de toutes les rubriques. Maintenant aussi, s'il y a des erreurs sur une facture, beaucoup d'erreurs, on peut la supprimer. Il faut d'ailleurs nettoyer vraiment les factures là pour ne conserver que les factures qui sont valides et donc les valider. Les factures valides, c'est celles qui sont en vert. Donc, tous les autres, on considère qu'on ne les a pas encore validés. Et donc, si on se rend compte que c'est parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, quelque part, en tout cas, ne pas les laisser ici, soit les valider, soit les supprimer. Pour éviter que ça encombre l'espace inutilement et que ça puisse éventuellement nous induire en erreur sur certaines choses. Donc là, toutes les factures dont on n'a pas besoin, on les supprime. D'accord. Alors, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est qu'une fois qu'on a récupéré des rubriques, toutes celles qui sont à gauche sont désactivées. Donc là, une fois qu'on finit, on peut générer notre facture. Les rubriques sélectionnées sont désactivées pour qu'on ne puisse pas les resélectionner et avoir plusieurs fois la même rubrique qui va apparaître.
Et donc là, si on ajoute, quand on va ajouter d'autres rubriques aussi, on les sélectionne, on peut ajouter autant qu'on peut. Et chaque fois qu'on ajoute une rubrique, elle est désactivée. Donc ensuite, une fois qu'on les sélectionne, on met les montants et puis le système va mettre à jour euh, les montants qu'il avait déjà calculés. Et si c'est bon, après, on va imprimer, on va valider et imprimer ça. Donc, ça nous génère toujours des fichiers PDF avec la facture, avec le cachet. Et donc, à gauche, on a l'agent qui a signé, qui a fait la facture. Et donc, en cas de contestation, le client peut saisir directement la personne et puis lui faire les remarques qu'il juge nécessaires sur peut-être certains éléments de la facture. Bon, après, c'est en franc CFA, mais converti aussi en euros. Alors, si on a validé une note de détail à ce niveau-là aussi, on peut récupérer directement les éléments de la note de détail. Maintenant, une fois qu'on finit, on peut l'envoyer par mail. Donc, quand on clique sur envoyer, on a un texte qui est prédéfini là. Ensuite, en bas, si on regarde, on a tous les documents qu'on a associés à notre dossier. Et parmi ces documents-là, il y a des pièces justificatives qu'on va attacher à notre facture. Donc, il suffit juste de les cocher, les documents qu'on va attacher. Là, il y en a 4. On a, par exemple, on dit qu'il y a 2 qui sont des pièces justificatives. Les autres, c'est peut-être d'autres éléments comme l'ordre de transit, etc., qui ne sont pas nécessairement enfin, qui peuvent quand même constituer des pièces justificatives, mais il y a certains documents qui n'ont pas cet intérêt-là. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on peut envoyer. Maintenant, les mails, il faut les configurer pour que le système puisse l'utiliser pour effectuer les envois. Avec la date d'échéance, etc. Donc, ça permet aussi après de faire un suivi quand même. Et au besoin, faire des relances quand la date d'échéance est dépassée sans que la facture ne soit réglée, éventuellement. Donc là, on va cliquer sur envoyer. Bon, j'ai mis mon adresse mail, donc ça veut dire que je dois aller sur mon mail pour vérifier est-ce que la facture est bien arrivée. Voilà, donc c'est la facture qui est en haut là-bas, avec la facture elle-même et les 2 pièces justificatives. Donc si on l'ouvre après, on peut regarder la facture. On peut cliquer sur la facture pour l'ouvrir. C'est un fichier PDF. Et après, en fonction de la qualité de la connexion Internet, la taille du document, etc., ça prendra un peu de temps. Et le logiciel qu'on utilise pour ouvrir ça aussi. Donc là, ça mouline un peu. On peut aller faire autre chose en attendant que ça s'ouvre. Bon, logiquement, ça prend pas beaucoup de temps, sauf que le logiciel ne fait pas autre chose que couvrir simplement un PDF. Bon, ensuite, il y a les règlements. Donc, comme j'ai dit, les règlements ne portent que sur les factures qu'on a validées. Quand une facture n'est pas validée, le système ne la propose même pas pour règlement. Donc, il faut au préalable valider en cochant la case là-bas. Donc, quand on coche, voilà, c'est validé. Maintenant, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on peut faire un règlement là-dessus. Et en bas, on a le récapitulatif, l'historique, disons. Là, si on veut régler, on clique sur saisir un règlement, on sélectionne la facture qu'on veut régler. Ensuite, on met les montants, on met les montants, on met le mode de règlement. On peut mettre des observations, par exemple, si c'est un chèque, dire que c'est le chèque numéro tel, 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 etc. Et en haut, on a
l'ensemble, en fait, un global qui nous divise total des factures, c'est ça, ça a été réglé. Donc, il y a un reliquat de temps, etc. Par rapport à toutes les factures qu'on a validées. Donc, ça permet aussi un certain suivi. Alors, on est toujours dans un dossier, dont les références sont à haut. D'accord? Nous allons nous intéresser maintenant au régime suspensif. L'objectif, c'est qu'aucune échéance ne puisse être dépassée sans que les responsables réagissent. Donc, que la société ou son client ne soit pas obligé de payer des pénalités qui sont parfois très, très lourdes. Alors, il y a deux systèmes d'alerte. Le premier système, c'est un mail qui est envoyé à des responsables, au mail de la société. Ensuite, à des responsables qui sont désignés à cet effet-là et éventuellement aux clients pour les dossiers qui le concernent. Les mails sont envoyés à 30 jours de l'échéance, à 15 jours, à 7 jours, à 3 jours, 2 jours, 1 jour et la date de l'échéance elle-même. Donc, plusieurs fois, tant qu'un sommier n'a pas été intégralement apuré. Quand on reçoit le mail, la couleur va changer en fonction de la proximité de la date d'échéance. Donc, plus la date approche, plus c'est rouge. Alors qu'au début, dans les 30-29 jours, c'était du orange clair, après orange foncé, après rouge clair, après rouge foncé. Donc, le mail, c'est le premier système d'alerte. Le deuxième système, c'est quand on consulte les sommiers, on a nos différentes couleurs. Donc, vert, ça veut dire qu'on est encore dans les délais. En fait, tout est OK. On est au-delà des 30 jours. Dès qu'on on est en dessous de 30 jours et moins, on commence à avoir des couleurs orange clair, etc., jusqu'au rouge foncé quand vraiment la date approche. Donc, quand on arrive ici, rien qu'en regardant, par exemple, le tableau là, on se dit que les deux premiers, il faut qu'on s'en occupe rapidement avant que la date d'échéance ne soit là. Donc, on a des dates d'échéance qui sont par ailleurs ici. Pour les mails, on va, pour chaque responsable concerné, cocher un case. Donc, si on prend la liste des agents, on prend un agent à qui on peut donner ce privilège-là, ou bien ces responsabilités-là de recevoir les alertes, et on coche une case ici. Et quand on coche ça, ça veut dire que l'agent en question va recevoir ça. Ensuite, on va sauvegarder. Donc, ça, c'est pour les agents. On le fait systématiquement. Alors, mieux vaut le faire pour plusieurs agents, parce que si on ne fait ça que pour un agent, il peut être pris par ailleurs par d'autres obligations et oublier les alertes, ne pas faire attention aux alertes. Et en ce moment-là, la catastrophe peut arriver. On peut aussi permettre à un client de recevoir ça. Donc, si on a un client, la logique est exactement la même. Il suffit juste de cocher une case. Donc, on coche la case là. Et donc, à partir de ce moment-là, le client, pour les dossiers qui le concernent, va recevoir des alertes. Concrètement, comment ça va fonctionner maintenant pour gérer ça? On a les sommiers, mais pour créer un sommier, il nous faut avoir l'entrepôt correspondant. Donc, on commence par saisir les entrepôts ici. Si on regarde d'abord, on vérifie est-ce que l'entrepôt qu'on veut utiliser n'est pas dans la liste. Si l'entrepôt n'est pas dans la liste, on va créer un entrepôt. Donc, on met le nom ici. Par exemple, entrepôt Est 13. On met un code donc fourni par la douane. On met une adresse. Ensuite, on indique le type. Bon, supposons que ça soit un entrepôt public. On va créer. Donc, on a entrepôt 13. Maintenant, quand on revient, ici sur le menu, on prend la carte sommier. Donc là, pour l'instant, on a la liste des sommiers qui existent. On va faire un nouveau sommier. On va sélectionner d'abord le régime. Donc, logiquement, on a la liste des régimes suspensifs ici.
Bon, s'il en manque, on peut toujours ajouter. Ensuite, on met le numéro de la déclaration. Donc, je mets au hasard. La date, bon, je mets la date, d'accord. La date d'échéance, donc là, par exemple, je mets une date. Maintenant, on sélectionne le client. On sélectionne le client et on a la liste des dossiers du client. On en prend un. Bon, je l'ai là, je l'ai. Après, s'il y a une caution qui est requise, on va cocher et on met le montant de la caution. Ensuite, on met les articles. Bon, on va mettre par exemple TV. On met le code SH correspondant, la position tarifaire. Ensuite, on met l'entrepôt. J'avais dit l'entrepôt. Bon, si c'est celui qu'on vient de créer, c'est 13. On met le poids. On met le poids. Donc là, on a les unités. On met le nombre de colis. On met la valeur. Maintenant, si on a d'autres articles, on fait ajouter article. D'accord? Ici, on peut mettre par exemple caméra. Même chose, on va mettre le code. Pardon. Ensuite, on peut mettre un autre dépôt, mais on utilise le même dépôt. On va mettre le poids. Ensuite, le nombre, la valeur ici. Et maintenant, si on a fini, on va faire créer le sommier. Alors, une fois le sommier est créé, bon, maintenant, supposons que là, on peut modifier. Si on a fait des erreurs, on peut résilier, on peut libérer la caution ici, on peut supprimer. Là, on a une couleur orange, d'accord? Ça veut dire qu'on est en dessous des 30 jours. Et maintenant, pour saisir les sorties, les différentes sorties, bon, on va mettre ça. On met la date de sortie, d'accord? Bon, on met une date. Le motif, donc, par exemple, là, on va mettre mise à la consommation. La référence qu'on va créer. Ensuite, on met des observations. Alors, aussi bien pour les sommiers que pour les appuiements, vraiment, c'est important de mettre les observations parce qu'on a nécessairement des éléments d'information à destination des autres agents qui vont devoir après peut-être consulter ou bien traiter les sommiers. Alors, ici, on a les deux articles qui nous concernent et on a toujours des rappels ici. Hein. On a le poids, on a la quantité, on a le nombre de colis, on a la valeur. Donc là, par exemple, on va mettre 1200. Ensuite, on va mettre 40, par exemple. On va mettre, sachant qu'il va faire un test pour voir est-ce qu'on n'est pas au-dessus des valeurs qui sont disponibles. Donc là, je vais mettre 1200. Oh, c'est les 1440. Ensuite, je vais mettre 300. Et là, par exemple, je vais mettre. Et maintenant, quand c'est enregistré, on aura là-bas. Plus tard, c'est-à-dire qu'après là, on a orange comme couleur. Plus tard, on peut toujours consulter après, faire des consultations de l'historique des sommiers. Et pour ça, on a deux approches. On peut consulter par client, donc on sélectionne le client, ou bien on peut consulter par entrepôt. Donc si on sélectionne un client, par exemple, on a l'ensemble des sommiers qui le concernent. Par exemple, je prends ça. Ensuite, là, donc on a les différents sommiers. Et quand on clique sur le plus pour développer, on a les sorties qui ont affecté le sommier. Donc, on met la sortie, on met le solde, etc. Alors, les alertes vont être envoyées tant que la quantité
ou bien le nombre de colis ne sont pas nuls. Ça veut dire qu'il faudrait que soit la quantité, soit le nombre de colis est nul pour arrêter les alertes, pour considérer que le sommier est complètement appelé. Maintenant, plus tard, après, on va regarder quels sont les sommiers qui ont été appelés, parce que là, pour l'instant, on n'en a pas, quels sont les sommiers qui sont résiliés, des choses comme ça. Donc, ça permet de filtrer par rapport à un certain nombre de choses. Bon, si on revient, si on était. Là, c'était particulier. Maintenant, si on fait par entrepôt, on a les différents entrepôts qui existent partout. D'accord? En fait, tous les entrepôts. Et maintenant, quand on sélectionne un entrepôt, donné, bon, là, il n'y en a pas. Je vais revenir un peu. Donc, par entrepôt, je crois qu'on avait ici. Voilà, par entrepôt, donc on a l'ensemble des entrepôts. On sélectionne un entrepôt, on a les sommiers de cet entrepôt-là. Et ensuite, même chose, on peut développer. Maintenant, là, ça veut dire que là, c'est le même type de résultat où on a, parce que là, quand on a le sommier, on sait le client qui est concerné. D'accord? Et ensuite, on a les différentes sorties et les soldes. La facture client. Donc là, si on revient maintenant, alors là, on peut faire un suivi des dossiers. Donc, on a l'ensemble des informations clés du dossier. Ça permet vraiment d'aller rapidement, de prendre connaissance de ces informations clés-là, sans nous disperser parce que tout est regroupé à un seul endroit. Il s'agit vraiment des informations les plus importantes, donc ça permet de gagner du temps. Ensuite, on peut faire aussi, là c'est l'arrivée des navires, des moyens de transport, disons. Généralement, il s'agit de navires qu'on gère à ce niveau-là parce que ça prend un peu de temps. Alors, les dates d'arrivée, c'est des couleurs d'alerte. Les couleurs vont du vert foncé jusqu'au noir. C'est-à-dire qu'à partir de 10 jours de l'arrivée du navire, on s'est dit que tout est vert, c'est bon, c'est du vert foncé. Mais au fur et à mesure qu'on s'approche de la date d'arrivée, la couleur devient orange clair, orange foncé, rouge clair, rouge foncé, ensuite noir, etc. Noir, c'est quand ça arrive vraiment à la date elle-même, c'est en noir. Donc ça permet d'alerter les déclarants. Si c'est un déclarant qui se connecte, il y a une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir, qui va lui afficher les arrivées des navires, des dossiers qui lui sont imputés. Mais après, si on clique directement sur la carte là, on peut accéder à l'ensemble des arrivées des navires de tous les dossiers. Mais pour ne pas trop encombrer un déclarant, on lui affiche que les informations qui le concernent directement. Donc, ensuite, là, on a l'affectation des déclarants, aux déclarants, disons. Chaque dossier, on affecte ça à un déclarant. Et donc là, il affiche, si on peut réaffecter parce qu'on peut avoir donné un dossier à un déclarant, il y a eu un empêchement quelconque, et donc il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre la relais pour continuer à gérer le dossier. D'accord, en ce moment-là, en fait, on sélectionne et puis après, on met le motif quand même si on fait une affectation pour pouvoir retrouver la raison plus tard, pour dire qu'on a pris le dossier de tel, on l'a affecté à tel autre déclarant. Donc, au mieux vaut mettre toujours les motifs pour avoir l'information plus tard quand on en a besoin. Ensuite, donc ça, c'est les ordres de transit au début, comment on les met. Donc, alors, pour ce qui est des ordres, bon, là, on a un récapitulatif de tous les ordres de transit, etc. Maintenant, il y a ce qu'on a appelé
la configuration des ordres de transit parce que ça nécessite pas mal d'éléments. Donc, il faut qu'on sélectionne l'Incoterm, il faut qu'on sélectionne le régime de l'OT, il faut gérer l'ensemble des documents que le client doit donner à la société. Et donc, il faut faire le suivi. Pour dire chaque fois qu'il donne un document, il faut qu'on mette ça quelque part. Donc, il faut donc avoir l'ensemble des documents déjà. Et donc, au moment de faire ça, on va mettre qu'il a déposé la facture fournisseur, par exemple, à telle date, etc. Donc, ça permettra plus tard de voir est-ce que le dossier est complet ou non. Si ce n'est pas complet, qu'on dise, demande au client de compléter. Alors là, on a les documents à gérer maintenant. Pour gérer les documents, donc on les scanne d'abord. Et ensuite, on sélectionne le client, on sélectionne un dossier. Et si on sélectionne un dossier, oui, et ensuite, après, on met des documents. Donc, pour mettre le document, il nous faut dire quel type de document c'est, est-ce que c'est une facture, etc. Il devrait mettre quand même le titre du document. Ensuite, mettre un numéro pour pouvoir l'identifier si c'est une facture. Mettre des observations éventuellement pour pouvoir préciser, parce qu'on aura beaucoup de documents après. Il faudra qu'on sache quel document représente quoi. Ensuite, on sélectionne le document en question et on va l'associer au dossier. Donc, quand on clique, on va sélectionner sur notre ordinateur le document qu'on a scanné et donc on va l'associer à notre dossier. Donc là, c'est arrivé. Maintenant, à un moment donné, peut-être par exemple au moment de faire la déclaration, on a besoin de tous les documents du dossier. Donc, on peut les récupérer tous. On clique sur le bouton pour les récupérer tous. Le système va nous générer un fichier zip avec l'ensemble des documents. Et donc, après, quand on décompresse, on peut prendre tous les documents et puis peut-être les mettre sur la plateforme de déclaration. Parce que, alors ça se trouve dans un dossier qu'on peut facilement identifier parce que ça comporte par ailleurs le code du dossier. D'accord, donc ça permet de dire que ça, c'est les documents de tel dossier. Et donc, quand on décompresse, quand on ouvre le dossier en question, on a l'ensemble des documents qu'on a associés à notre dossier. Et donc, si on doit faire la déclaration ici, on les sélectionne et on les envoie sur la plateforme de déclaration. D'accord. Alors, c'est très important les documents parce que si on ne procède pas ainsi, on manipule des documents physiques, on va les perdre, on va les altérer, et même si on ne les perd pas, ils vont être difficiles à trouver. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut consulter un document physique en même temps. Si quelqu'un d'autre en a besoin, il faut qu'il attende. Là, vous pouvez être 100 à consulter le même document électronique. Donc, vraiment, ça apporte pas mal de choses. On a aussi le suivi des traitements. Alors là aussi, l'idée, c'est de dire que à partir de la date d'arrivée du navire, on a 10 jours pour traiter un dossier. Ensuite, chaque fois, on évalue par rapport à l'étape où on en est. On a l'étape, est-ce que c'est ouvert, c'est déclaré, c'est livré, c'est facturé, etc. On se donne un nombre de jours pour chaque opération et en fonction de l'état d'avancement du dossier et du nombre de jours qui restent par rapport aux 10 qu'on s'est donné, qu'on s'est fixé comme objectif, on va voir est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est dans les temps, est-ce qu'on est un peu en retard ou bien est-ce qu'on est très en retard. Et dans les deux cas, il faut prendre des mesures pour essayer d'accélérer, rattraper les retards. Donc, ça permet de faire aussi un suivi pour ne pas avoir trop de retard dans le traitement des dossiers. On fixe des objectifs et on hésite les gens à les atteindre. Ensuite, donc là, on revient au menu. Et donc là, notre détail, on l'a vu par ailleurs là-bas. Là, c'est les états financiers. Donc, on peut avoir l'ensemble des factures pour un client. On peut avoir les chiffres d'affaires pour tous les clients, etc. dans l'ordre
Et pour une période donnée, on peut avoir les clients exonérés, les clients non exonérés, etc. Si on utilise SARI, on peut faire des exports sur un fichier Excel pour SARI qu'on peut importer directement à partir de SARI. Donc, pour gagner du temps déjà pour le traitement comptable. Mais quand on fait par exemple la liste de tous les clients, les chiffres d'affaires de croissance, c'est important parce que ça nous permet aussi d'avoir les principaux clients qui sont nos meilleurs clients. Et donc, c'est avec qui on a fait le maximum de chiffre d'affaires. Alors là, c'est le suivi des factures. Donc, si on prend un client, on a l'ensemble, on peut faire un suivi des factures qui ne sont pas réglées, les factures qui sont réglées, ou bien toutes les factures, etc. Donc, ça permet de faire un contrôle très ciblé, disons. Après, on a maintenant le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est vraiment les grands agrégats qui sont très utiles pour la direction générale, la direction financière, etc., et la direction de l'exploitation. On n'a pas que des agrégats financiers, on a aussi l'évolution des nombres de dossiers par mois qui permet de voir est-ce que c'est croissant, est-ce que ça chute, et si ça chute, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure. Pour les finances, on va regarder l'évolution du chiffre d'affaires et l'évolution du paiement des paiements des clients pour voir est-ce que ça va ensemble quand même, ça doit évoluer peut-être dans la même direction. Parce que si on fait plus de chiffre d'affaires et qu'on est moins payé, ça fait un gap qui peut être préjudiciable après à la société. Bon, tout ce qu'on a fait là, c'est pas limitatif, on peut aussi augmenter en fonction des données disponibles. Alors, on a aussi les balances âgées qui sont importantes parce que ça permet de voir le retard, de mesurer le retard des paiements des clients. Donc, on a des balances âgées 3 mois, 3, 6 mois, 6, 9 mois, etc. Donc, là, on est au niveau des paramètres. Et dans les paramètres, c'est-à-dire que c'est tous les éléments qui vont évoluer, qu'on a besoin de mettre à jour. Les moyens de transport, par exemple, pour les compagnies maritimes. S'il y a un nouveau navire, pour quelle compagnie, ou bien même une nouvelle compagnie qui arrive, il faut ajouter la compagnie. Ensuite, il faut ajouter ces navires, etc. Et donc là, on va faire, pour ajouter, on va sélectionner une compagnie, après on va mettre le nom des navires, etc. pour pouvoir. Maintenant, ça permet quand on traite un dossier au moment de renseigner le transport qui nous affiche. Quand on sélectionne la compagnie, il va nous afficher tous les navires de la compagnie. Donc, s'il y a un navire qui ne figure pas, il faut venir l'ajouter ici. Donc, on sélectionne, on donne un nom, on sélectionne la compagnie, etc. On donne un nom au navire, en fait, on lui donne son nom parce que ça nous permet de l'identifier. Au besoin, on peut faire des mises à jour, des modifications, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui vont évoluer. Les ports, on a des ports, par exemple, après, quand on y viendra, on a des ports, les 100 principaux ports. Ça veut dire qu'on ne les a pas tous, et donc ça veut dire qu'il faut les compléter au fur et à mesure. Donc là, c'était pour les compagnies, pour les navires, etc. Et en fait, pas que les navires, les avions, etc. Bon, généralement, c'est les navires qui sont concernés. Si on fait plus de dossiers maritimes, mais on faisait tous les moyens de transport. Si on fait des dossiers terrestres, il faut mettre les camions, etc. L'essentiel, c'est de savoir quel transporte quelle marchandise. Comme ça, en cas de problème, on peut situer rapidement les sources et pouvoir prendre des mesures de correction. Donc là, il y en a beaucoup pour les paramètres. Il faudra vraiment. Et surtout, il y a aussi les devises.
Alors, les devises, il faut aussi vraiment les mettre à jour chaque fois qu'il y a des changements. Donc, à la limite, tous les jours, il faut regarder toutes les choses. Et les ports, si on a un port, donc les ports, on sélectionne le pays. Ensuite, on va ajouter les ports, les aéroports, etc. Le départ parce qu'il faut voir d'où nous viennent les marchandises et à partir de quel port. Si le port, l'aéroport ou la gare etc. N'est pas disponible, il faut l'ajouter parce que c'est une information qu'il faut renseigner au moment de faire le transport. Alors, les taxes, bien sûr, parce que ça va évoluer. On peut avoir de nouveaux droits de douane, on peut changer un taux de droits de douane, etc. Des choses comme ça. Donc là, c'est les devises. On a les principales devises ici. Et donc, si une devise est absente et qu'on en a besoin, il faut l'ajouter. Si le taux de change a changé, le taux de change a évolué, il faut faire la mise à jour. Là, on a les types de documents qu'on ajoute à nos dossiers. Donc, s'il en manque aussi, il faut venir l'ajouter pour pouvoir après les sélectionner parce que toutes ces données-là, généralement, on les sélectionne. Donc, pour qu'on puisse les sélectionner, il faut qu'elles soient disponibles. Donc, si elles ne sont pas disponibles, il faut venir dans les paramètres et les ajouter. Ou bien si elles ont changé, il faut venir faire la mise à jour au niveau des paramètres. Il faut que ça soit qu'on colle toujours à la réalité des choses pour que l'information soit la plus exacte possible. Alors maintenant, la sauvegarde, alors c'est une opération vraiment très importante. On ne se rend pas toujours compte de la nécessité de faire des opérations, sauf quand c'est trop tard. Quand c'est trop tard, ça veut dire qu'on a un accident, qu'on a perdu des données très importantes, qu'on va avoir beaucoup de problèmes à s'en relever parce que quand on perd les données, on n'a plus de repères. On ne sait plus quel dossier on était en train de traiter, combien nous doit un client, euh, etc. Donc, faire des sauvegardes, vraiment, c'est une opération fondamentale. Alors là, on prend la précaution de dire on a des sauvegardes automatiques. Toutes les temps d'heure, on fait une sauvegarde automatique. D'accord. Après, on voit en fonction de la vitesse de traitement des dossiers. Mais à la limite, on peut faire ça autant de fois que c'est nécessaire. Maintenant, aussi, le problème, bon, supposons qu'on dise on fait toutes les 24 heures. Ça veut dire que, par exemple, on dit que toutes les 24 heures à minuit, on fait une sauvegarde. Mais si dans un jour, le matin, on a saisi beaucoup de dossiers qu'on ne peut pas perdre, mieux vaut faire une sauvegarde aussi manuelle, lancer manuellement la sauvegarde. Parce que si, par exemple, de 8 heures à 13 heures, on a saisi beaucoup de dossiers, qu'on se dise que le système va faire une sauvegarde la nuit à minuit et qu'à 17 heures, il y a un accident, que les données sont perdues, ça veut dire que les données qu'on n'a pas sauvegardées là, on ne peut pas les récupérer parce qu'on ne les a pas. Donc, ça veut dire que dans le meilleur des cas, on est obligé de les ressaisir à condition de pouvoir retrouver toutes les sources. Donc, chaque fois qu'on a un volume assez consistant de données, mieux vaut ne pas attendre la sauvegarde automatique, mieux vaut lancer la sauvegarde manuelle, d'autant plus que ça ne coûte rien d'ailleurs. En fait, ça ne nous coûte rien à nous, c'est le système qui va travailler après quand on lance ça. C'est lui qui va collecter les données, collecter les documents et les mettre quelque part. Bon, si c'est en ligne, c'est sur le serveur. Après, on peut toujours les récupérer quand on en a besoin en local pour pouvoir y travailler peut-être plus rapidement, mais de toutes les façons, c'est disponible en ligne. Et non seulement c'est disponible là où on a le système, mais les gens qui hébergent les systèmes font eux aussi des sauvegardes, de telle sorte que même si le serveur où tourne notre application ou bien notre base de données a des problèmes, le fournisseur, celui qui gère l'hébergement, va pouvoir trouver des sauvegardes sur d'autres serveurs qu'il fait. Parce qu'on ne prend jamais assez de précautions avec les sauvegardes. À la limite, on ne fait jamais trop de sauvegardes. On peut en faire, on peut ne pas en faire assez.
mais on n'a fait jamais trop. Donc, les sauvegardes, vraiment. Parce qu'une fois qu'on perd les données, on les a perdues irrémédiablement. Si c'est le logiciel qui a des problèmes, on peut réinstaller. Si c'est les données, elles sont perdues. Et ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Donc, il faut vraiment en faire le maximum possible. Voilà, c'était tout. Je vous remercie.